Est-ce que le gras est mauvais pour notre santé ? Est-ce que c'est lui qui véritablement nous fait prendre du gras, justement ? Parce qu'effectivement, on entend depuis des décennies que le gras est responsable des risques cardiovasculaires, que les graisses sont vectrices de cholestérol et donc à éviter, qu'il faut plutôt privilégier les sucres, les glucides. On a entendu ça pendant des décennies. Aujourd'hui, la situation s'inverse un petit peu, voire beaucoup en fonction des discours qu'on peut entendre. Pour certains, c'est au contraire les graisses qu'il faut réincorporer au maximum dans l'alimentation et réduire donc l'apport en glucides. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que ces graisses sont vraiment si mauvaises pour la santé ? Si oui, est-ce qu'il y en a en particulier qui sont à éviter ? Dans quelle proportion ? C'est ce que je vous propose de voir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va donc parler de graisse et dans un épisode qui va être assez consistant, là aussi, au sens où, vous allez voir, je vais être amené souvent à parler de techniques. Alors, c'est pas du tout pour vous abreuver justement de mots barbares, mais c'est pour moi un épisode pivot, j'ai envie de dire, un petit peu comme l'épisode ou les épisodes que j'ai pu tourner autour des glucides. Comme l'épisode que je tournerai sur les protéines, c'est vrai que ce soit des glucides, des lipides, des protéines, ce sont des macronutriments, ce sont bien sûr des composés qui sont très importants pour notre santé et il y a vraiment beaucoup de cacophonie autour de ce sujet, donc c'est important pour moi de bien poser ces fondamentaux et ça me permettra par la suite dans des épisodes futurs de rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous ferai bien sûr des petits rappels, mais j'aurai pas besoin de vous développer tout ce que je vais vous proposer ici, donc un épisode encore une fois qui est important. Quand on parle de graisse, en fait, on devrait avant tout parler de triglycérides. Les triglycérides, c'est une molécule qui contient ce qu'on appelle du glycérol et 3 acides gras. On parle parfois d'acides gras saturés, d'acides gras polyinsaturés, d'oméga 3, d'oméga 6. On va voir toute cette terminologie. Mais quand vous mangez de l'huile, du beurre, des matières grasses laitières, quand vous allez consommer de la graisse de palme, de la graisse de coco, en fait, vous avez un ensemble de triglycérides. Et selon l'aliment, vous allez avoir des acides gras qui constituent les triglycérides qui peuvent être de nature très différente. Et c'est ça qui explique en partie en fait les différences d'effets sur la santé. Et ces triglycérides ne sont pas à confondre avec les graisses que vous avez dans le corps. Et justement, quand on accumule du gras au cours du temps, on l'accumule sous forme de triglycérides également. Donc déjà, quand vous imaginez que vous mangez du beurre, par exemple, ou de l'huile, vous l'avez dans l'assiette, vos enzymes digestives, ce qu'on appelle les lipases, vont pouvoir casser cette molécule de triglycérides, l'hydrolyser, pour pouvoir assimiler ce qu'on appelle des monoglycérides et des acides gras. Je ne vais pas rentrer ici dans trop de nuances biochimiques, mais en fait, on n'assimile pas la molécule de triglycérides de la façon où elle est dans l'assiette, pardon. Donc, on va nous après resynthétiser des triglycérides à partir de ces molécules qu'on aura digérées et on va aller les stocker, notamment dans le tissu adipeux, qui est vraiment notre principale réserve de graisse. Et c'est vrai que je l'ai mentionné dans l'épisode sur les glucides. Ça, c'est un avantage très important au niveau sélectif, au niveau évolution, dans la mesure où le gras est très dense en calories. C'est-à-dire quand on prend 1 gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. Quand vous prenez 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Donc c'est vrai que pour le même poids, finalement, il y a une densité énergétique qui est plus forte et ça nous permet en fait de transporter beaucoup de graisse avec nous sans avoir un poids qui est trop important. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Par contre, à la différence des glucides qu'on va pouvoir utiliser très facilement, c'est vrai qu'au niveau énergétique, quand on utilise les graisses, ça demande un petit peu plus de temps. C'est notamment ce qu'on appelle nos mitochondries, nos hubs biologiques, qui vont avoir besoin de les transformer pour pouvoir les utiliser au final sous la forme d'ATP directement disponible dans la cellule. Donc si je synthétise un petit peu cet aspect, les glucides, c'est une énergie qui est beaucoup plus limitée mais rapidement disponible. Les lipides, une énergie qui est beaucoup plus importante, qui nous permet de véhiculer justement une forte densité d'énergie mais qui demande un petit peu plus de temps pour être utilisée. Donc imaginez que vous mangiez plus de calories que vous n'en dépensez.
vous allez automatiquement mettre en réserve. Si il s'agit des glucides, je l'ai mentionné dans l'épisode justement sur les glucides, on va d'abord faire du glycogène, mais si vous ne bougez pas assez au cours de la journée ou vous mangez trop de glucides de manière générale, vous ferez en fait des triglycérides, c'est-à-dire vous ferez du gras, plus exactement c'est votre foie qui va en faire et qui va justement aller se stocker dans le tissu adipeux notamment. Et si vous mangez plus de calories sous forme de lipides que vos dépenses, et bien sûr, vous ferez aussi des triglycérides qui vont aller se loger dans le tissu adipeux. C'est la même chose d'ailleurs pour les protéines. Souvent, on dit qu'on peut manger autant de protéines qu'on veut. C'est pas ça qui va nous faire prendre du poids. Et c'est vrai que les protéines ont un rendement énergétique qui est moins intéressant. Mais si vous mangez plus de calories que vous n'en dépensez, de manière générale, que ce soit sous forme de glucides, de lipides ou de protéines, vous ferez du gras au sens où vous allez justement stocker de l'énergie, parce que notre organisme, il est programmé pour faire face aux pénuries alimentaires. Et quand à un moment donné, on a plus de nutriments à disposition, on le garde pour justement faire face aux moments plus difficiles par la suite. Et je vous parlerai vraiment dans un épisode dédié des protéines et de ce point-là. Donc, en synthèse un petit peu de tout ce que je viens de vous dire, il faut bien distinguer les graisses corporelles des graisses qu'on a dans l'assiette, ne serait-ce qu'en termes de stockage. Oui, manger trop gras peut nous faire prendre du poids, mais comme n'importe quel nutriment. Et ça, c'est important vraiment à l'avoir à l'esprit, parce qu'en fait, si vous voulez faire la chasse au gras dans l'idée justement de contrôler votre poids et que vous mangez beaucoup de glucides, non seulement vous risquez de prendre du poids, vous vous confrontez aussi à des risques qu'on appelle la résistance à l'insuline, voire un risque de diabète de type 2 sur des décennies si justement ce modèle est très déséquilibré. Là, je vous renvoie à l'épisode sur les glucides si vous voulez aller plus loin. Mais par rapport à ça, vous allez surtout, j'ai envie de dire aussi et surtout, vous priver de molécules qui sont très importantes pour votre santé. Et on parle notamment d'acides gras essentiels. Donc c'est là où je vais revenir sur quelques définitions. Quand on parle d'acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Donc les acides gras saturés ou monoinsaturés, polyinsaturés, en fait ce sont des acides gras qui vont avoir une différence de composition au niveau de la chaîne carbonée. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, à la base, j'espère que je ne vais pas être trop technique. J'essaie vraiment de trouver le bon compromis entre vous expliquer quand même les choses, mais sans vous perdre pour autant. En fait, il faut savoir que quand on parle de graisse saturée, on a uniquement une liaison simple entre tous les atomes de carbone de l'acide gras. Par contre, quand vous avez un acide gras monoinsaturé, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle une double liaison entre deux atomes de carbone dans votre acide gras. Et c'est pas du tout pour vous parler volontairement de théorie que je vous dis ça, c'est simplement pour comprendre que ça va avoir des effets très importants sur notre santé, parce qu'en fait, l'existence de cette double liaison, ça modifie la fonctionnalité des acides gras. Et quand on parle d'acides gras polyinsaturés, ça veut dire qu'il y a plusieurs doubles liaisons et on peut en avoir 3, 4, 5, 6, ce qui explique le fait que on peut avoir beaucoup d'acides gras différents dans une famille donnée. Et je vais en finir d'ailleurs avec cette définition, mais quand on parle d'oméga 6 ou d'oméga 3, c'est des termes que vous avez sans doute déjà entendus. En fait, le terme oméga 3 est en lien avec la position de la première double liaison dans la molécule. Et pareil pour les oméga 6, à savoir que cette première double liaison n'est pas au même endroit. Et ça implique des fonctions aussi qui vont être différentes sur la santé. Après, il y a tout un débat entre les biologistes et les biochimistes qui considèrent qu'il faut commencer à compter d'un côté de la molécule par rapport à l'autre, mais je dirais que c'est pas notre débat du jour. Juste retenir que ces termes d'oméga 3, d'oméga 6 sont liés à la position de la première double liaison. On parle aussi d'acides gras monoinsaturés, donc quand il y a encore une fois une double liaison, comme par exemple les oméga 9. Donc je vais vous parler après de ces acides gras insaturés, mono-polyinsaturés. Là, je vais rester déjà dans un premier temps sur ce qu'on appelle les acides gras saturés, qui sont des graisses qui ont une spécificité globalement, c'est d'être capable de nous apporter de l'énergie
plus facilement par rapport aux acides gras polyinsaturés, au sens où l'organisme va être capable de les métaboliser de manière générale beaucoup plus vite. Et ça, en soi, c'est plutôt une propriété qui est intéressante, notamment quand vous avez des personnes qui vont manger à travers ce qu'on appelle un modèle cétogène, c'est-à-dire un modèle alimentaire où on a une grande quantité de graisse et très peu de glucides. Le fait d'avoir justement notamment des acides gras saturés va permettre d'avoir une source d'énergie rapidement disponible qui peut être intéressante. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, c'est une famille. Et on a ce qu'on appelle les acides gras saturés avec des chaînes courtes, d'autres avec des chaînes moyennes ou des chaînes longues. Et pour être peut-être un peu plus concret dans ce que je vous indique, quand vous mangez de la graisse de palme, de la graisse de coco, du beurre, des matières grasses laitières, quand vous mangez des matières grasses animales et notamment des matières grasses issues d'élevage intensif, en général, vous avez beaucoup d'acides gras saturés, mais qui peuvent être de nature différente, au sens où on peut avoir plus ou moins de molécules de carbone dans l'acide gras. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'acide gras saturé à courte chaîne s'il n'y en a pas beaucoup, et d'acide gras saturé à longue chaîne s'il y a beaucoup d'éléments de carbone. Et ça change vraiment la fonctionnalité de ces acides gras. Et on dit souvent que les acides gras saturés sont mauvais pour la santé. Ça, c'est un raccourci qui est un raccourci justement quasi caricatural, parce qu'en fait, selon la longueur de cet acide gras saturé, on peut avoir des effets sur la santé qui vont être très différents. Et effectivement, on considère que les acides gras saturés dits à longue chaîne, à moyenne ou longue chaîne, sont des acides gras qui, quand ils sont consommés en excès, peuvent augmenter notamment le risque cardiovasculaire, modifier le profil au niveau du cholestérol, entre ce qu'on appelle un peu à tort le mauvais et le bon cholestérol. Effectivement, on a plutôt cette image d'avoir cette image par rapport aux graisses saturées comme étant mauvaise pour la santé. Mais on devrait plutôt parler d'acides gras comme l'acide laurique, l'acide myristique et l'acide palmitique. Donc ces termes là aussi un petit peu barbares, mais ce sont des acides gras saturés plutôt à longue chaîne qui ont été beaucoup étudiés dans les publications scientifiques, et c'est plutôt elles qui nous posent un peu plus problème que des acides gras saturés à chaîne courte. On va parler par exemple d'acide butyrique, on va parler d'acide caprylique. Donc là aussi, tout ça c'est un petit peu barbare peut-être pour certains d'entre vous, mais l'acide caprylique par exemple, c'est ce que vous allez retrouver dans la graisse de coco, qui est beaucoup utilisé pour la cuisson. Quand vous allez chercher à avoir une graisse qui peut être portée à haute température, l'énorme avantage des acides gras saturés, c'est que justement, ils restent stables quand vous allez faire une friture, ou quand vous allez utiliser de l'huile ou de la matière grasse dans une poêle, par exemple, que vous allez faire chauffer de manière vive. C'est vrai que les acides gras saturés par rapport aux acides gras polyinsaturés sont plus stables, et typiquement la graisse de coco, elle est beaucoup utilisée pour ça. On parle aussi du ghee ou du ghee, c'est-à-dire le beurre clarifié. En fait, vous prenez du beurre que vous allez chauffer doucement, et en fait, vous allez voir qu'il y a une petite pellicule qui va se former, une sorte de mousse, et à l'écumoire, en fait, on va enlever cette mousse pour avoir un beurre qui va pouvoir être chauffé à haute température et qui va pas noircir, notamment. Et parce que ce côté un peu ce noircissement, on va dire, est lié notamment à la présence de protéines, d'impuretés qu'il y a dans le beurre, et donc en ayant ce beurre clarifié, on peut l'utiliser autrement. Et en Inde, par exemple, ça a été beaucoup fait à titre traditionnel, et on en parle assez souvent, et ça permet justement d'avoir des cuissons à haute température sans les effets néfastes en fait de la friture ou autre. Alors ça empêche pas que chaque acide gras garde ses propriétés spécifiques. Là, je parle de manière plus précise par rapport à l'effet de la cuisson. Et donc, on a ces fameux acides gras à longue chaîne qui ont été, encore une fois, documentés au niveau de la littérature scientifique. Et on a notamment l'acide palmitique qui, entre guillemets, est le plus problématique, quand vous allez retrouver au niveau des matières grasses, plutôt dans les matières grasses d'origine animale,
quand l'animal a été élevé de manière intensive, quand il a consommé beaucoup de tourteaux de soja, de maïs, de manière générale. Et également, quand on va manger, nous, au niveau, nous, au sens humain versus l'animal, quand on va manger des aliments ultra transformés, avec des viennoiseries, des pâtisseries plutôt industrielles, des biscuits, où justement on a cet usage de matière grasse laitière avec un profil lipidique qui n'est pas forcément de bonne qualité. L'huile de palme ou la graisse de palme en contient aussi dans une moindre mesure. Et c'est vrai que dans un cadre où il y a un excès de calories et d'apport de glucides, notamment de glucides à index glycémique élevé, l'acide palmitique est plutôt considéré comme un acide gras qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Et il faut savoir que l'organisme peut fabriquer de l'acide palmitique, et notamment à partir du fructose. Je parlais des glucides. Donc, on a le cumul de l'alimentation et de la partie endogène. On a ensuite l'acide stéarique. Donc, l'acide stéarique, il a plutôt un effet neutre, on va dire, sur le cholestérol. Il peut être converti dans un acide qui est très intéressant, qu'on appelle l'acide oléique, et ça c'est plutôt bénéfique pour notre santé. Et au niveau des études, on n'a rien de bien clair. Certaines études nous disent qu'il peut augmenter le risque cardiovasculaire. Pour d'autres, ça serait pas véritablement le cas, et on va le trouver plutôt dans des graisses animales, là aussi, mais aussi dans du chocolat, dans le cacao par exemple. Donc on peut tout à fait en consommer en petite quantité, il y a aucun problème. Et puis on a d'autres acides gras comme l'acide laurique, l'acide myristique, qui là ont tendance à augmenter un petit peu le taux de cholestérol total, le taux des deux fractions de cholestérol qu'on appelle LDL et HDL. Et c'est ce qui a expliqué qu'on a souvent dit que c'était des acides gras à éviter, qu'on retrouve là aussi plutôt dans les produits laitiers, c'est-à-dire dans les matières grasses laitières, comme le beurre, le fromage, la crème, etc. Et puis par exemple dans la noix de coco. Et on a d'autres acides gras saturés, et puis je m'arrêterai là parce que je pense que ça peut vite devenir très théorique tout ça, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des effets sur la santé qui sont pas du tout les mêmes dans cette grande famille. C'est des acides gras dont je vous parlerai, je vous tairai le nom barbare, mais qui sont des acides gras saturés qu'on appelle à chaîne impaire. Et là, on a de plus en plus de publications qui montrent que ces graisses pourraient avoir, ces acides gras pourraient avoir des effets plutôt bénéfiques au niveau cardiovasculaire, sur le contrôle de l'inflammation, pour le fonctionnement mitochondrial, etc. Donc ça justifie, ou en tout cas ça explique pourquoi on peut notamment conseiller plutôt de consommer des matières grasses laitières ou des graisses animales issues d'animaux qui ont été élevés de manière extensive, c'est-à-dire à l'herbe, au foin, en pâturage, etc., par rapport à des animaux qui auront vécu là aussi avec une alimentation intensive au sens des tourteaux de soja, des tourteaux de maïs et autres. Et il ne s'agit pas du tout de promouvoir en fait ces produits animaux, mais comprendre que en fonction en fait de leur alimentation, l'impact sur le profil lipidique des graisses qui vont être présentes, ce profil ne va pas être le même, et on le verra aussi, c'est le cas pour les oméga 3 et les oméga 6. Donc ça, on en parle de plus en plus, et c'est une nuance qui est intéressante justement pour discriminer un petit peu la qualité des graisses dans les produits animaux. Mais pour clôturer un petit peu ce sujet sur les graisses saturées, ce qui va être vraiment important, en fait, c'est de comprendre le contexte dans lequel vous le consommez. C'est-à-dire que si vous consommez des graisses saturées, j'ai envie de dire, quels que soient finalement les types d'acides gras saturés que j'ai mentionnés, avec du sucre, avec des farines raffinées, comme vous allez le faire en mangeant des biscuits secs, des pâtisseries, des viennoiseries industrielles, etc., ou que vous allez rajouter des aliments qui contiennent beaucoup de glucides, c'est vrai que là, l'association des deux est clairement associée à une augmentation des risques cardiovasculaires. Mais si vous
diminuer la consommation de glucides, mais surtout si vous allez remplacer ces graisses saturées par des graisses entre guillemets de qualité, je mets des guillemets parce que c'est assez relatif, mais notamment avec des oméga 3, avec de l'huile d'olive, des oléagineux, etc. Et vous aurez un bénéfice sur la santé cardiovasculaire en particulier qui sera plus important. Donc un sujet qui est essentiel quand on critique entre guillemets un type de graisse, c'est de savoir par quoi on va la remplacer dans l'alimentation du quotidien, et selon le type de choix, ça peut avoir des effets qui sont très différents à ce niveau-là. Au niveau des aliments, bien avoir en tête que, en fait, dans la très très grande majorité des cas, un aliment ne contient pas qu'un type d'acide gras. Il contient un mélange de différents acides gras dans des proportions différentes. Je vous ai cité par exemple les oléagineux. Au niveau des oléagineux, vous allez avoir dans la noisette par exemple ou l'amande, certains types d'acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Donc j'insiste, mais c'est important. L'aliment qui contient des graisses contient un mélange de différents acides gras. Au niveau des acides gras maintenant monoinsaturés, donc on change de catégorie. Là, on parle beaucoup de l'huile d'olive, par exemple, qui fait partie des acides gras dits oméga 9, parce que justement cette position de la double liaison est placée à un endroit particulier. Maintenant, vous avez compris ce principe. Et c'est pas le seul aliment, bien évidemment, qui contient des oméga 9. On a notamment ce qu'on appelle l'acide oléique, qui est un acide gras qui est très intéressant, oléique pour olive. On va le retrouver dans les noisettes, par exemple. On va le retrouver également dans l'avocat. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de publications qui montrent l'effet bénéfique de cet acide oléique vis-à-vis notamment de la prévention cardiovasculaire, vis-à-vis de la régulation du métabolisme du cholestérol, vis-à-vis de la régulation de l'inflammation de manière générale. Donc c'est vrai que ces acides gras monoinsaturés, ils sont très intéressants. Et là, je parle bien de l'acide oléique. Après, il y a d'autres types d'acides gras monoinsaturés, mais je ne vais pas rentrer dans plus de détails. En clair, quand on parle notamment de l'alimentation méditerranéenne, c'est une alimentation qui va être riche en huile d'olive ou en consommation d'olive en soi. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement ces olives vont nous apporter de l'acide oléique, mais elles vont aussi être vectrices de ce qu'on appelle les polyphénols. Et les polyphénols sont des composés qui sont très intéressants pour notre santé, qu'on va simplifier comme étant des antioxydants. C'est pas vraiment le cas exact, mais là aussi c'est pas le sujet du jour. En tout cas, c'est vrai que quand vous mangez une olive ou quand vous consommez une huile d'olive de bonne qualité, vous allez avoir des teneurs en polyphénol qui expliquent aussi les bienfaits sur la santé de cette huile-là. Donc en fait, en fonction de l'origine de l'huile d'olive, vous pourrez avoir des effets qui seront différents parce que des teneurs en polyphénol qui seront pas les mêmes. Et là aussi, on parle beaucoup des huiles d'olive vierge première pression à froid, qui donne le côté très très puissant, piquant un petit peu de l'huile d'olive. C'est justement la teneur en polyphénol, ou quand vous allez laisser une huile d'olive par exemple au réfrigérateur, vous avez une sorte de flocculation là qui peut apparaître, et c'est lié alors en plusieurs éléments, mais entre autres à la teneur en polyphénol, ce qui fait qu'on garde pas l'huile d'olive dans le frigo. En général, on va plutôt la garder dans le placard pour justement éviter cette sorte de précipitation qui peut exister. Mais retenez que effectivement, l'olive et l'huile d'olive sont très intéressants par rapport à la teneur en acide oléique, mais aussi par rapport aux polyphénols qui vont être présents. Et quand on parle d'acide oléique, on peut aussi parler des noisettes, de l'avocat, qui sont des aliments très intéressants et qui contiennent eux aussi des polyphénols. Avant de parler de polyinsaturés, je vais vous parler d'une catégorie intermédiaire qui s'appelle les acides gras trans. Et ça, c'est important, non pas que le reste le soit pas, mais on en parle, à mon sens, vraiment pas assez. Et il y a d'ailleurs une lacune réglementaire sur laquelle je vais revenir. Mais quand on parle d'acides gras trans, toujours un peu technique, en fait, c'est une molécule qui est à la base une molécule qui contient des doubles liaisons. Donc, on ne parle pas du tout d'acide gras saturé. Et souvent, il y a une confusion par rapport à ça. Donc, c'est
typiquement, ça peut être l'huile de tournesol, par exemple. Et cette huile de tournesol, d'un point de vue industriel, elle va être modifiée pour qu'on ait une structure particulière, ce qu'on appelle une rhéologie. C'est-à-dire que si on veut utiliser l'huile de tournesol pour faire de la margarine, il faut que la margarine, elle puisse se tartiner facilement, qu'elle soit pas trop dure en sortie de frigo, etc. Et donc, on va, en modifiant cette structure, cette fameuse rhéologie, quand je dis on, en fait, c'est le processus industriel, peut amener à créer ce qu'on appelle une hydrogénation partielle, c'est-à-dire que, sans rentrer dans les nuances, en fait, c'est une modification structurelle de la molécule qui fait que, effectivement, on a cette modification de texture, mais on a aussi cette modification de fonction. Et en fait, la molécule va passer d'une forme dite cis, au sens CIS, c'est-à-dire au sens où en fait la molécule va être d'une certaine forme à une forme dite trans, où il va y avoir une inversion à 180 degrés, si je simplifie un petit peu, une rotation en fait de la molécule pour faire ce qu'on appelle une forme trans. Et c'est encore une fois pas pour vous parler de technique, mais pour comprendre que ce changement, là, ce système de rotation qui va exister, va avoir des impacts sur l'organisme parce qu'en fait, il va pas reconnaître la molécule du tout de la même façon. Et malheureusement, quand vous allez acheter une margarine, on va pas vous indiquer le taux d'acide gras trans dans l'étiquetage nutritionnel, et je vais vous en parler. Mais on sait que ces acides gras trans, globalement, augmentent le risque cardiovasculaire. Alors après, en fonction du type d'acide gras trans, on peut avoir des effets qui sont différents, là aussi. En gros, vous avez deux grandes familles d'acides gras trans. Vous avez les acides gras trans qui sont naturellement présents dans les aliments. Et là, on va les retrouver dans les produits animaux, notamment dans les matières grasses laitières, parce qu'en fait, les ruminants sont capables de fabriquer ces acides gras trans. Et on parle d'acide gras trans vaccinique. Et cet acide gras trans vaccinique est le précurseur d'un acide gras qu'on appelle le CLA, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et ce CLA, il a été beaucoup étudié par rapport à des effets potentiellement bénéfiques, notamment sur la résistance à l'insuline, sur le gain de masse musculaire, sur la perte de poids, etc. Je ne vais pas développer toutes les propriétés ici, mais il y a effectivement des avantages, peut-être pas aussi dithyrambiques qu'on peut l'entendre parfois. Par contre, on sait que globalement, l'excès d'acide gras trans, et surtout d'acide gras trans élaïdique, c'est-à-dire les acides gras qui sont issus de la transformation industrielle, une forme végétale, là, augmente le risque cardiovasculaire, augmente le taux de LDL cholestérol, le risque de résistance à l'insuline, l'inflammation de manière générale. Ils vont aussi bloquer la conversion des oméga 3, on en reparlera par la suite. Et ça, encore une fois, c'est ce que vous allez retrouver dans des produits industriels qui utilisent à la base de l'huile végétale pour fabriquer des matières grasses pour apporter une texture particulière. Et c'est là où on retrouve les margarines qui vont être présentes dans des pâtes sablées, des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, dans des friands, des quiches, des pizzas entre guillemets de mauvaise qualité. Il faut pas se dire que en fait on en a dans tous les produits industriels des catégories que je vous ai mentionnées, mais en fait malheureusement on ne le sait pas, et globalement par déduction, quand vous avez des matières grasses qui sont pas chères et des produits transformés à partir de ces matières grasses, effectivement, le risque d'avoir davantage d'acides gras trans est plus important. Et ça a changé, c'est-à-dire que les industriels ont beaucoup fait évoluer leur méthode de production. Aujourd'hui, heureusement, on en a beaucoup moins que fut un temps, mais ça veut pas dire qu'on n'en a pas du tout. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étiquetage pour avoir la transparence nécessaire à ce niveau-là.
niveau-là. On a des pays qui ont rendu l'affichage des acides gras trans obligatoire dans les produits transformés, ou même dans les restaurants parfois, alors je pense aux États-Unis, mais sur l'étiquetage nutritionnel, il y a un exemple qui avait été intéressant chez nos amis danois, donc au Danemark, où effectivement il y a eu une réforme réglementaire qui a imposé cette dénomination, cet affichage, et on sait que ça a été associé à une diminution des risques cardiovasculaires. Alors c'est simplement une corrélation, il n'y a pas du tout de lien de causalité, mais voilà, il y avait une corrélation. On a vu que parallèlement à cette réglementation, il y a eu encore une fois, une baisse des risques cardiovasculaires. Mais en France, on n'a pas du tout de nécessité à avoir ces taux d'acides gras trans sur le paquet de gâteaux secs, par exemple, alors qu'en fait, vous allez connaître le taux d'acides gras saturés, vous allez connaître le taux de lipides, de graisse totale, etc. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est une information qui est importante. La seule façon que vous puissiez, qui va vous permettre en fait peut-être d'identifier ces acides gras trans, c'est quand vous avez le terme dans la liste des ingrédients et pas dans le tableau de composition nutritionnelle, le terme matière grasse partiellement hydrogénée ou huile partiellement hydrogénée. Ça, c'est en général vecteur, encore une fois, d'acides gras trans. Si une graisse est totalement hydrogénée, on bascule dans les acides gras saturés et on n'a plus les mêmes risques pour la santé. Donc, c'est un système de déduction, entre guillemets, qui peut quand même être utile à ce niveau-là. Et pour terminer sur cette famille d'acides gras trans, deux grandes catégories, trans élaïdiques industriels, ça à éviter de manière générale, et transvacciniques qui sont issus des matières grasses à partir provenant des ruminants, donc que ce soit du fromage, de la viande, etc. Et certaines études indiquent que le transvaccinique est pas problématique au niveau cardiovasculaire, sauf qu'il y a aussi des études qui sont sujettes à des conflits d'intérêts. Quand on prend les études indépendantes, le transvaccinique serait aussi globalement responsable de ces risques-là, sauf que globalement, on en mange beaucoup moins en termes de quantité que ce qu'on peut avoir dans les produits industriels. Donc c'est vrai que on va dire, le transélaïdique, c'est un peu celui qui est à regarder de plus près. Donc, on a vu, pour faire déjà une première synthèse, les acides gras saturés, on a vu les acides gras monoinsaturés avec les oméga 9, en tout cas certains avec notamment l'acide oléique. On a vu les acides gras trans qui sont donc des formes entre guillemets un petit peu particulières, un petit peu intermédiaires. Et maintenant, on va parler des acides gras polyinsaturés. Donc polyinsaturés parce qu'il y a justement cette présence de plusieurs doubles liaisons. Et c'est là où on en vient aux fameux oméga 6, aux fameux oméga 3. Et c'est dur de ne pas en entendre parler, au sens où on a beaucoup parlé notamment des oméga 3 et de leurs effets sur la santé. Donc on va en parler. Mais je vais d'abord vous parler des oméga 6. En fait, que ce soit oméga 6 ou que ce soit oméga 3, c'est des familles, là aussi. C'est pas un acide gras en particulier. Et vous avez un chef de file des oméga 6 qu'on appelle l'acide linoléique. Et l'acide linoléique, on le retrouve dans des huiles végétales ou dans des graines qui vont être utilisées pour fabriquer ces huiles, notamment les huiles de tournesol, de pépins de raisin, de maïs par exemple, de soja également. Et cet acide linoléique étant on va dire au début de la chaîne, va être potentiellement transformé, métabolisé en oméga 6 à ce qu'on appelle à longue chaîne. Et notamment dans un acide particulier qu'on appelle l'acide arachidonique. Et là aussi, c'est pas pour vous abreuver de technique, mais c'est pour vraiment comprendre les effets sur la santé et puis qu'est-ce qu'on peut en retirer d'un point de vue pratique. C'est ça qui, bien sûr, est important au final. Mais quand on dit que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, vous l'entendez certainement souvent, en fait, non, c'est avant tout l'acide arachidonique qui l'est. Et en clair, si vous consommez beaucoup d'huile de tournesol, de pépins de raisin, etc., malgré tout, vous n'allez pas fabriquer beaucoup d'acide arachidonique. Je vais vous expliquer les raisons après.
Et c'est pas elles qui sont les plus problématiques. Ce qui est vraiment problématique, c'est quand vous allez consommer beaucoup de matières grasses issues d'animaux qui ont été élevés de manière intensive, notamment les graisses issues des porcins, issues des ruminants, donc du bœuf, de la vache, des caprins issus de manière générale du règne animal, mais quand l'animal a mangé essentiellement des oméga-6 végétaux. Donc c'est là où je parlais tout à l'heure de soja, de maïs par exemple. Si par contre l'animal a mangé plutôt de l'herbe, a brouté de l'herbe, a mangé du foin, là en fait vous allez avoir plus d'oméga 3 et je vous en parle après. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un problème d'oméga 6, on devrait parler d'un problème d'acide arachidonique. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en fait, l'acide arachidonique est le précurseur d'une molécule qui va réguler l'inflammation, qu'on appelle alors, il y a différents types de molécules, mais je vais en citer une seule, qu'on appelle les prostaglandines. Et l'acide arachidonique est plutôt précurseur de prostaglandines de type pro-inflammatoire, ce qu'on appelle les PGE2 si on veut vraiment rentrer dans le détail. Et c'est plutôt elles qu'on va cibler plus que les oméga-6 de manière générale. Au contraire, dans les oméga-6, vous avez des acides gras qui sont importants pour la santé, notamment ce qu'on appelle le GLA ou le DGLA. Et en particulier, on est amené souvent à conseiller l'huile de bourrache, l'huile d'onagre, notamment pour les femmes en cas de syndrome prémenstruel, en cas de sécheresse cutanée, de peau sèche. Et il faut savoir qu'effectivement, ces acides gras jouent un rôle important au niveau du métabolisme de la peau. Et d'ailleurs, une petite nuance pour les personnes qui sont bien connaisseuses du sujet. Souvent, on dit que l'huile d'onagre est plus intéressante en cas de syndrome prémenstruel ou de troubles hormonaux chez la femme, et l'huile de bourrache plus intéressante par rapport à la sécheresse cutanée. En fait, il faut savoir que c'est lié à des études anciennes où effectivement, on voyait que dans l'huile d'onagre, on avait du GLA qui était on va dire une molécule précurseur qui permettait de réguler notamment le taux de molécules comme la prolactine, et je rentre pas dans trop de détails, sauf que en fait on s'est rendu compte après coup que l'effet n'était pas vraiment aussi marqué qu'on pouvait le penser, et c'était pas une spécificité de l'onagre. À l'inverse, c'est plutôt l'huile de bourrache qui en contient davantage. C'est simplement que l'étude avait été faite avec l'huile d'onagre. Donc j'ai envie de dire qu'on peut mettre l'huile d'onagre et l'huile de bourrache un peu dans le même panier, entre guillemets, mais on a même une préférence plutôt pour l'huile de bourrache. Donc si vous avez la peau sèche, si vous avez en tant que femme des problématiques hormonales et notamment de syndrome prémenstruel, ça peut être intéressant, ou même en période de périménopause, ça peut être intéressant d'aller justement consommer notamment de l'huile de bourrache. Et ça, c'est la famille des oméga-6. Donc pourquoi je rentre dans ces détails? Pour vous montrer qu'il y a rien de caricatural et qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a effectivement des problématiques d'excès, des problématiques de manque, mais dans des contextes particuliers. Par contre, l'acide arachidonique, effectivement, c'est lui qu'on va chercher à réduire. Pourquoi? Parce que c'est une famille qui vient un petit peu en parallèle des oméga 3. Et là, quand on parle des oméga 3, on va parler d'un chef de file végétal, comme pour les oméga 6, qu'on appelle l'acide alpha-linolénique. Alors, je suis vraiment navré pour ces termes barbares, encore une fois, mais voilà, je suis obligé de passer par là, entre guillemets. Et c'est ce que vous allez retrouver dans les huiles ou dans les graines de lin, par exemple, mais aussi dans des noix, par exemple, des graines de chia ou de kia, ça dépend comment on les prononce, dans le pourpier, par exemple. Et ces oméga 3 végétaux vont eux aussi être métabolisés par la suite en acides gras oméga 3 à longue chaîne. Et en particulier ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. C'est un peu comme pour l'acide arachidonique avec la voie des oméga 6.
c'est vraiment ces molécules qui vont jouer des rôles importants sur la santé en tant que précurseurs de molécules qui régulent l'inflammation et notamment ce qu'on appelle les prostaglandines, en particulier pour l'EPA. Et le DHA est le précurseur de molécules qu'on appelle les résolvines. Et comme le nom l'indique, résolvines, elles sont là pour résoudre, et notamment résoudre l'inflammation. Donc en fait, l'EPA et le DHA, c'est-à-dire les oméga-3 à longue chaîne, sont très importants pour réguler positivement l'inflammation, à l'opposé de l'acide arachidonique, qui est le précurseur de prostaglandine, qui a plutôt tendance à favoriser l'inflammation. Et c'est pour ça qu'on parle d'un ratio entre oméga 3 et oméga 6, et vous avez sans doute entendu parler de ce ratio 1 pour 3 à 5, c'est-à-dire 1 gramme d'oméga 3 pour 3 à 5 grammes d'oméga 6. Pourquoi ? En fait, parce que les enzymes qui permettent de fabriquer ces acides gras polyinsaturés à longue chaîne sont communes entre les deux voies. Et là aussi, je simplifie, mais si vous mobilisez les enzymes plus vers la voie des oméga 6, parce que vous consommez beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, cette enzyme, elle va plus être très fonctionnelle, très disponible pour fabriquer les oméga 3 à longue chaîne et donc avoir une bonne régulation de l'inflammation. Et à l'inverse, si on mange plus d'oméga 3, les enzymes peuvent être déviées vers cette voie-là, sauf que aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, c'est pas du tout le cas, même si on mange très très bien. Il faut d'ailleurs avoir en tête que idéalement, on devrait avoir un ratio quasiment de 1 pour 1, c'est-à-dire autant d'oméga 3 que d'oméga 6, sauf que avec l'alimentation moderne, entre guillemets, même en mangeant très bien, c'est très très difficile. C'est-à-dire que déjà, un ratio de 1 pour 5 ou 1 pour 3, c'est très très bien. Il faut savoir que la moyenne française, c'est plutôt du 1 pour 12 à 1 pour 15, c'est-à-dire 1 gramme d'oméga 3 pour 12 à 15 grammes d'oméga 6. Et en fonction des régions, des habitudes alimentaires, ça peut même être 1 sur 20. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des patients qui ont des ratios de 1 sur 30, sur 40, sur 60. Donc, il peut y avoir des déséquilibres qui sont très, très importants. Et malheureusement, ça se fait au détriment de la voie des oméga 3 qui vont réguler positivement l'inflammation. Et c'est pour ça que c'est un enjeu qui est vraiment important. Et donc, on devrait plutôt parler de ratio oméga 3 sur oméga 6 à longue chaîne, plutôt que d'oméga 3, oméga 6 tout court. Et là, quand on regarde donc le ratio entre ce qu'on appelle l'acide arachidonique sur EPA et DHA, ou inversement, EPA plus DHA sur acide arachidonique, ça sera plus juste, parce que là, je parle oméga 3 sur oméga 6. Le ratio, il peut encore beaucoup plus augmenter. Il faut savoir que en France, par exemple, plus de 98% de la population française est déficitaire en oméga 3 à longue chaîne. Donc, c'est pas vraiment qu'une question d'excès d'oméga 6, c'est une question de balance globale entre les deux. Donc, de manière très pratique par rapport à ça, ce que je peux bien sûr vous conseiller, c'est d'augmenter vos apports en oméga 3 à longue chaîne et de réduire la consommation des oméga 6 à longue chaîne, plus que vraiment se soucier des formes végétales. Alors, je dis pas que ça sert à rien, mais avant de parler des oméga 3 à longue chaîne et des sources alimentaires, si je rentre un peu plus en détail là sur cette voie des enzymes, on a ce qu'on appelle des désaturases et des élongases, et notamment une enzyme qui est très connue dans le monde de la micronutrition qu'on appelle la delta-6 désaturase. Et selon nos origines ethniques, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique qui explique des variations en fait de fonctionnalité de ces enzymes, et certaines personnes métabolisent très très mal les oméga 3 à longue chaîne à partir des oméga 3 végétaux parce que l'enzyme est très peu fonctionnelle. Parfois c'est de l'ordre d'à peine quelques pourcents, voire moins de 1%. Et si en plus la personne souffre d'obésité, de résistance à l'insuline, mais aussi de carence en fer, en magnésium, en zinc, dans certaines vitamines du groupe B, par exemple, en B9, en B12, en B6, cette enzyme, elle est encore moins fonctionnelle, ce qui fait que ça accroît le déficit en fait de disponibilité d'oméga 3 de type EPA et DHA, et donc ça entrave aussi la possibilité de bien réguler l'inflammation. Et malheureusement, en général, on se retrouve aussi avec beaucoup d'apports en acide arachidonique qui inverse complètement en fait ce système de balancier un petit peu,
en faveur de l'inflammation et au détriment de la régulation de l'inflammation. Souvent on dit anti-inflammatoire. C'est pas une molécule anti-inflammatoire directement. C'est pour ça que la nuance dans le terme est importante. Je parle bien de régulation de l'inflammation et non pas d'effet anti-inflammatoire en tant que tel. Mais voilà, c'est juste une petite précision par rapport à ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a tout intérêt à apporter directement des aliments qui vont être justement riches dans cette EPA et ce DHA. Et classiquement, on va retrouver les poissons gras. Donc tout ce qui est sardines, maquereaux, les anchois, le saumon, le thon, la bonite, le requin, l'espadon, etc. Alors on en mange plus ou moins en fonction de nos habitudes, mais c'est vrai que c'est une grande famille de poissons gras. Et là aussi, vous devez certainement le savoir, quand on parle de poissons gras, on parle aussi de métaux lourds, malheureusement, comme le méthylmercure, mais on parle aussi de polluants permanents, ce qu'on appelle les POP, comme les dioxines, les PCB, on parle même des retardateurs de flamme aujourd'hui, qui sont des polluants qui sont présents dans les océans et qui sont des composés lipophiles, c'est-à-dire que ce sont des composés qui vont être stockables dans les graisses, si je simplifie, et plus vous avez un poisson qui est gras, plus il va stocker malheureusement aussi ces polluants qui sont présents dans les océans. Et quand vous prenez des poissons qui sont prédateurs en fin de chaîne alimentaire, vous allez avoir typiquement le saumon, le thon, ce sont des poissons qui vont effectivement accumuler les polluants, notamment le mercure, si on reste sur cet exemple, également des petits poissons qui ont été mangés dans la chaîne alimentaire, d'où l'intérêt d'aller consommer directement des sardines, des maquereaux, etc., des anchois, parce que ce sont des poissons qui sont en début de chaîne alimentaire, donc c'est déjà bien plus cohérent au niveau écologique. Il faut savoir qu'il faut par exemple, on dit souvent 3 kilos de saumon pour 3 kilos de sardines ou de petits poissons pour obtenir 1 kilo de saumon. Donc, autant aller manger directement les sardines. Ça sera encore une fois, dans la logique plus de respect écologique, éthique, quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et ça va apporter aussi moins de polluants comme ceux que j'ai mentionnés. Donc, souvent, on est à recommander des sardines, des maquereaux, 1 à 2 fois par semaine. Si on est puriste au sens des oméga 3, je vous conseillerais d'en consommer plus souvent, c'est-à-dire à la limite tous les jours. Ça serait pas cohérent d'un point de vue écologique, d'un point de vue toxicologique par rapport aux métaux lourds, mais d'un point de vue de la carence très fréquente en oméga 3 à longue chaîne, ça serait quelque chose d'envisageable. Donc le fait d'en consommer 1 ou 2 fois par semaine, c'est finalement un compromis qui est intéressant à ce sujet. Et même en boîte. Alors, je vous parlerai après des effets des cuissons, etc. Mais globalement, si vous mangez des sardines en boîte, du maquereau en boîte, c'est un très bon moyen économique d'avoir des oméga 3 à longue chaîne. Une autre source qui est intéressante, c'est aussi les œufs, quand ils sont issus de poules qui ont mangé plus d'oméga 3 dans leur alimentation. Et on a notamment la filière bleu blanc cœur que vous devez connaître si vous vous intéressez à la nutrition. Donc c'est une filière où on a enrichi l'alimentation des animaux, notamment en graines de lin, en luzerne, etc. Et on n'a plus du tout le même profil lipidique que les mêmes animaux qui vont être élevés de manière intensive avec, je vous l'indiquais, des tourteaux de soja ou d'oléagineux, etc., de type maïs. Et c'est un très bon moyen pour enrichir nos apports en EPA et en DHA, et d'autant plus que le label Bleu Blanc Cœur repose sur un cahier des charges avec une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'ils garantissent un taux minimal d'oméga 3 type EPA, DHA, et par exemple dans le jaune d'œuf, on a beaucoup plus de DHA. Si ça vous intéresse, on a besoin au moins de 250 mg de chaque, c'est-à-dire d'EPA et de DHA. Et si vous mangez 2 œufs par jour, et vous couvrez vos besoins en DHA très largement, par exemple. Donc, vu la difficulté à obtenir ces graisses de qualité, même en mangeant beaucoup de noix, d'huile de colza, de lin, etc., on peut tout à fait se retrouver carencé dans ces oméga 3 à longue chaîne. Et donc, c'est plutôt intéressant.
Après, on parle bien du label bleu blanc cœur, ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec le label bio. Et je parlerai dans d'autres épisodes des différents labels. Hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas sur cette question d'EPA et de DHA, c'est plutôt quelque chose qu'on peut retenir comme étant très très intéressant. Par contre, attention quand vous cuisez vos œufs, à ne pas les dénaturer de trop et notamment à garder du jaune qui est encore liquide. Déjà, vous allez garder une meilleure qualité protéique, mais en plus, vous allez moins oxyder ces oméga 3. Et ça, c'est un peu leur fragilité, c'est un peu leur défaut. Je vous en parlerai après. Mais pour finir sur le conseil pratique des œufs, plutôt œuf coq ou œuf mollet. Si vous faites des œufs sur le plat, évitez de trop brunir en fait le blanc qui est au contact de la poêle pour avoir pas trop de ce qu'on appelle les corps de Maillard. On aime bien ça, c'est le côté un peu croustillant, grillé, qui est très caractéristique au niveau culinaire, mais qui malheureusement est provocateur de stress oxydatif et qui dénature les protéines. Mais en tout cas, d'avoir le jaune qui est encore bien coulant, ça c'est important pour bien garder la qualité des oméga 3. On en a aussi un petit peu dans les algues, et notamment pour les personnes qui sont végétaliennes, véganes, c'est un vrai sujet. Parce que malheureusement, je vous ai expliqué que pour plein de raisons, on peut avoir du mal à fabriquer ces oméga 3 à longue chaîne. Donc c'est vrai que le fait de consommer notamment des micro-algues, c'est intéressant parce que c'est effectivement une catégorie qui nous apporte notamment du DHA parmi l'EPA et le DHA. Mais le problème, c'est qu'il y a des différences en fait selon les origines, selon pour les mêmes variétés, on peut avoir des teneurs qui varient. Donc on a du mal en fait à objectiver véritablement la situation. Et c'est pour ça, et j'en reparlerai en fin d'épisode, mais que les personnes végétaliennes ou véganes sont à risque vraiment de carence en oméga 3 à longue chaîne. Donc tout ça pour dire que les algues, même si c'est intéressant sur le papier, dans la réalité, c'est pas forcément l'idéal non plus par rapport à ça. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse par rapport au saumon, si jamais vous en mangez. Vous avez compris que c'est pas vraiment ce que je vous conseille, mais il faut savoir qu'on a souvent un peu moins d'oméga 3 dans les saumons sauvages par rapport aux saumons d'élevage, parce que en fait, ce sont déjà des saumons qui sont moins gras. Par contre, le ratio oméga 3 sur oméga 6 va être plus intéressant que dans les saumons d'élevage. Donc, on a vu les poissons gras, on a vu les œufs, les algues, et puis il y a toutes ces sources que je vous ai mentionnées au niveau végétal, et c'est pour ça qu'on est souvent amené à parler des noix, les noix de Grenoble, les noix du Périgord. Donc c'est vraiment cette noix caractéristique qui effectivement contient beaucoup d'oméga 3 végétaux et non pas de l'EPA et du DHA. Les graines de lin en contiennent aussi beaucoup. Malheureusement, en fait, ces graines de lin, on peut pas les digérer intègres, c'est-à-dire qu'on a besoin de les moudre pour qu'elles soient digestibles au sens de nos enzymes. Et en fait, quand on va utiliser des graines de lin moulues, on va exposer les oméga 3 à l'oxydation. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que garder la filière, par exemple, bleu blanc cœur, va être intéressant parce que finalement les poules vont faire le travail à notre place en métabolisant les oméga 3 végétaux en oméga 3 à longue chaîne, et puis on n'a pas en tout cas moins ce risque d'oxydation des oméga 3 parce que c'est vraiment le cœur du sujet, et ça c'est un autre aspect que je vais vous développer par la suite. Vous avez le pourpier. Historiquement, on parlait du modèle méditerranéen avec notamment la consommation d'escargots qui mangeaient du pourpier et qui expliquait que naturellement, ils avaient plus d'oméga 3. Aujourd'hui, c'est plus le modèle classique, mais en tout cas, le pourpier contient davantage d'oméga 3, les graines de chia ou graines de chia aussi, mais en fait, rapporté à la quantité d'oméga 3, en général, c'est quand même minime à la portion. Donc attention à l'extrapolation qu'on entend très souvent sur le sujet. Et on arrive à l'huile de colza, qui fait l'objet de beaucoup de débats. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est un peu vue comme étant absolument à éviter, parce que justement, elle est riche en oméga 3, et cette huile de colza, elle est riche aussi dans les autres acides gras, type oméga 6 et autres, mais surtout elle est beaucoup utilisée au niveau industriel, et en particulier sous la forme d'huile raffinée pour fabriquer des madeleines, des gâteaux secs, même des produits salés, etc.
Et en fait, c'est là où j'en arrive à un sujet important qui est l'oxydation des oméga 3. Plus il y a des doubles liaisons dans la molécule, plus la molécule est sensible à l'oxydation. Et donc, quand vous allez consommer ou utiliser au niveau industriel de l'huile de colza, elle va s'oxyder beaucoup plus. Et effectivement, ça, c'est vraiment à éviter. Mais c'est pas un problème d'huile de colza, au sens où si vous consommez une huile de colza qui est fraîche, qui est vierge, première pression à froid. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que comme l'huile d'olive, vous avez de l'huile de colza, vierge, première pression à froid, comme de l'huile de tournesol, de pépins de raisin, etc. Sauf qu'en général, quand vous allez dans les rayons de grande surface, on retrouve quasiment tout le temps des huiles qui sont raffinées. Donc il faut aller vraiment soit dans les rayons bio, soit en magasin bio pour les trouver. Mais le problème, c'est que vous connaissez pas les niveaux de fraîcheur. Et c'est vrai que plus vous allez attendre, plus il va y avoir de l'oxydation. C'est pour ça qu'en général, les huiles sont dans des bouteilles plutôt opaques pour éviter l'oxydation par rapport à la lumière. Mais on ne sait pas si l'huile, elle a 1 mois, 2 mois, 6 mois. Alors, 6 mois, ça commence à faire, parce que forcément, il y a des dates de consommation recommandées, mais même bien avant d'arriver à la date de consommation, ces huiles, elles peuvent être, entre guillemets, je ne vais pas dire impropres à la consommation, parce que c'est un terme qui est fort, mais source d'oxydation. Donc, si vous mangez une huile de colza qui est fraîche, qui est vierge, première pression à froid, que vous gardez au frigo et non pas dans les placards justement pour la préserver maximum 1 mois, 2 mois, et que vous assaisonnez, c'est-à-dire que vous la consommez crue et non pas cuite sur vos aliments, vinaigrettes, etc. Ça reste une huile qui est de bonne qualité. Vous avez l'huile de cameline également qui peut être intéressante. Mais c'est vrai que malheureusement, si vous connaissez pas la traçabilité, la filière, vous savez pas si c'est une huile qui a été fraîchement fabriquée ou non. Et je vous recommande qu'elle soit la plus fraîche possible. En tout cas, gardez-la au réfrigérateur. L'huile d'olive, par contre, on l'a évoqué tout à l'heure, plutôt au placard. Et de manière concrète, vous pouvez consommer à peu près 2 cuillères à soupe par jour de chaque olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Donc, ce qui vous fait là aussi à peu près 2 cuillères à soupe par repas. Et ça va vite, encore une fois, en vinaigrette. Alors, pour cuire, l'huile d'olive éventuellement, mais pas à frire dans tous les cas. Je vous parlais de la graisse de coco, par exemple, qui peut être plus stable. Alors, voilà, avec toutes les spécificités nutritionnelles, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, on évitera d'avoir des huiles instables à haute température. Dans tous les cas, on ne fera jamais dépasser ce qu'on appelle le point de fumée d'une huile quand vous allez la faire cuire. Si l'huile commence à fumer, dans tous les cas, il faut la jeter. C'est vraiment une huile qui, là, pour le coup, est très impropre à la consommation. Mais quoi qu'il en soit, l'huile de colza ou de cameline à garder, à consommer crue et à garder, j'insiste bien, au frigo et à consommer le plus frais possible, même si malheureusement vous maîtrisez pas vraiment cette filière. Donc là, on a déjà un bon tour d'horizon. Si je vous fais un premier résumé avant de vous parler des compléments alimentaires à base d'oméga 3, on a bien sûr besoin d'oméga 3 et d'oméga 6, on l'a vu, mais surtout d'oméga 3 à longue chaîne et d'oméga 6 à longue chaîne. On parle de ce ratio, et idéalement un ratio de 1 pour 3 à 5, c'est déjà vraiment très très bien. Et donc, des petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, 1 à 2 fois par semaine, des œufs de la filière bleu blanc cœur, ou si vous avez des poules, vous leur donnez une petite partie de graines de lin qui vont enrichir justement leur alimentation en oméga 3 et vont permettre aussi d'avoir ces fameuses oméga 3 de type DHA. D'avoir donc des formes végétales, on a vu les noix. Alors, vous pouvez manger une dizaine de noix, par exemple, 6 à 10 noix, c'est très intéressant. On a vu l'huile de colza, je vous ai parlé des graines de chia et autres. Et pour terminer peut-être sur les oléagineux, vous dire que, en fait, quand je parle très souvent du mélange noix, noisettes, amandes, c'est parce qu'en fait, il y a une complémentarité de qualité entre ces 3 types d'oléagineux. Les noix sont beaucoup plus riches en oméga 3. Dans les noisettes,
vous avez des oméga 9, vous avez aussi des oméga 6, etc. Dans les amandes, de la même façon, vous avez d'autres types d'acides gras, mais vous avez aussi du magnésium, vous avez des fibres, etc. Donc, c'est un trio qui, nutritionnellement et écologiquement, si vous les achetez d'origine française ou européenne, c'est un trio qui est beaucoup plus intéressant que des huiles de macadamia, de pécan, du Brésil, de cajou, etc. Et là, c'est pareil, il y aurait plein de choses à évoquer sur le sujet. Donc, trio noix, noisette, amande, 2 petites poignées dans la journée, une par exemple au petit déjeuner, donc une 30aine de grammes, une dans l'après-midi en collation par exemple, ou en dessert avec un carré de chocolat de qualité, grignoter quelques noisettes ou amandes, ça sera plus sympa que d'avoir un chocolat de mauvaise qualité avec quelques noisettes déjà dedans. Et alors après vous allez me dire, il y a les facteurs antinutritionnels, etc. dans les oléagineux, oui, mais pareil, c'est l'objet, ça fera l'objet d'autres sujets parce que celui-là est déjà là bien conséquent, donc je vais éviter de vous perdre. C'est pas un problème pour autant chez tout le monde, etc. Pour des gens sensibles et voilà qui se sentent concernés, oui, il faudra faire attention, mais on verra ça ultérieurement. Et puis à l'inverse, diminuer les consommations notamment d'acide arachidonique, c'est-à-dire encore une fois des matières grasses issues d'animaux d'élevage intensif en particulier, et donc tous les produits dérivés, les matières grasses laitières, les produits industriels, etc. qui contiennent c'est le beurre et autres. Et si vous consommez ces produits animaux, d'aller plutôt vers des filières extensives, c'est-à-dire avec notamment des ruminants qui ont été élevés à l'herbe avec du foin, etc. Ou la filière bleu blanc cœur qui là aussi est intéressante pour les sujets mentionnés. Alors après, il y aura toujours de l'acide arachidonique, c'est juste que le ratio est quand même plus favorable que pour l'élevage intensif. Et puis ces oméga 6 végétaux, comme ce qu'on a dans les huiles de tournesol, de pépins de raisin, etc. Oui, ce sont des oméga 6, mais c'est pas véritablement eux qui posent le problème, sauf si vous surconsommez en grande quantité ces huiles. Et après, il y a la problématique de la conversion avec les enzymes que j'ai mentionnées. Donc, il y a des gens qui vont bien les métaboliser, d'autres un peu moins. Mais vraiment, le conseil important, c'est de réduire l'acide arachidonique. Et je ne vais pas revenir sur les acides gras saturés, etc., parce que je pense que ça ferait beaucoup de répétitions là-dessus. Mais par contre, si vous voulez objectiver votre situation, et je vais conclure par ça avant de parler des compléments d'oméga 3, parce que ça me fera une bonne transition, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle un profil en acide gras érythrocytaire. C'est-à-dire que vous avez une prise de sang où on va analyser la composition des membranes cellulaires des globules rouges, des érythrocytes. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas parlé des propriétés des oméga 3 au-delà de l'inflammation. Je vais vous en parler après. Mais quand je dis très intéressant, c'est que c'est un très bon mouchard de votre alimentation et de votre métabolisation des graisses au cours des 3 derniers mois. Et ça, en cabinet, en consultation, on utilise beaucoup ce profil en acide gras parce que ça nous permet de voir les acides gras trans, de voir les différents acides gras saturés, monoinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, et puis surtout la façon dont ils sont métabolisés. Et vous avez par exemple des gens qui ont un profil oméga 3 sur oméga 6 qui est très satisfaisant, 1/5 par exemple, ou 1/3, et par contre un ratio acide EPA-DHA sur acide arachidonique qui pour le coup est pas bon du tout. Et il y a plein de raisons à ça, mais en tout cas ça permet de l'objectiver, et ce sont des personnes qui vont être plus sujettes à des inflammations parce que on a vu que ce sont des molécules qui étaient elles-mêmes des précurseurs de molécules qui régulaient l'inflammation. Et en termes de rôle des oméga 3, il faut savoir que les oméga 3 jouent un rôle important dans la souplesse des membranes cellulaires. Et là aussi, il y aurait plein de choses à dire, mais ce qu'on peut juste déjà retenir, c'est que c'est ce qui permet d'avoir une bonne fonction au niveau des membranes cellulaires pour qu'il y ait une bonne communication au niveau des hormones, des enzymes, etc. Et puis, en particulier, les neurones sont très riches en oméga 3 de type EPA et DHA, surtout DHA. Et ça joue un rôle dans ce qu'on appelle la plasticité neuronale, dans la communication de l'information nerveuse. Au niveau de l'œil également, au niveau des bâtonnets, on a des teneurs en oméga 3 qui sont
très importante. Donc, ces oméga 3, ils jouent des rôles, comme le nom l'indique, essentiels, parce qu'en fait, on parle d'acides gras essentiels, parce que le corps n'est pas capable de les fabriquer, ou en tout cas, il lui faut des formes végétales pour le faire, et puis on l'a vu dans des capacités qui sont très variables. Donc, quand on a ce profil en acides gras, pour le coup, ça devient intéressant. Alors, bien sûr, c'est à interpréter par un professionnel de santé qui est formé à cette interprétation. C'est malheureusement un bilan qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il faut compter, alors ça va dépendre en fonction des laboratoires, mais on va dire 70-80 € à peu près, mais c'est un investissement qui est intéressant pour vraiment objectiver non seulement les apports alimentaires, mais j'insiste bien aussi la façon de les métaboliser. Et c'est ce qui me fera ma transition, c'est ce qui permet de décider d'avoir recours ou non à des compléments alimentaires à base d'oméga 3 et notamment à base d'huile de poisson. Parce qu'en fait, et ça me fait penser d'ailleurs que je vous ai pas parlé de cette oxydation des oméga 3, hormis pour l'histoire de l'huile de colza. On se retrouve malheureusement avec beaucoup d'oméga 3 sous forme de suppléments alimentaires, de supplémentation en compléments alimentaires, qui sont pour le coup ce qu'on appelle peroxydés, c'est-à-dire que en fait, les acides gras, je voulais indiquer, ce qui fait leur force fait leur faiblesse. C'est-à-dire que plus vous avez de double liaison, et notamment pour les oméga 3, plus c'est des membranes, ça fait des membranes qui sont souples, mieux ça régule l'inflammation, mais plus ce sont des molécules qui peuvent s'oxyder. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous allez manger un jaune d'œuf, quand vous allez manger une sardine, quand vous allez manger des aliments que je vous ai cités qui étaient riches en oméga 3, ces oméga 3, comme les oméga 6 d'ailleurs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les oméga 3, ils sont dans une matrice alimentaire. Et notamment, ils sont protégés par des protéines. Ils sont protégés aussi par d'autres composés, des antioxydants qui peuvent être présents, des polyphénols. Ce qui fait qu'ils sont moins sensibles à l'oxydation que quand vous consommez un oméga 3 dans un complément alimentaire qui a été purifié, qui a été concentré au niveau industriel et qui du coup s'expose à un niveau d'oxydation aussi qui est plus important. Et avant de parler des compléments alimentaires, j'en viens à la précaution de vraiment veiller à la qualité des aliments riches en oméga 3 au sens où quand vous consommez des sardines, du maquereau, etc., s'ils sont frais, évitez de les cuire au barbecue, par exemple. C'est-à-dire que là, vous allez malheureusement, par la température et ces fameux corps de Maillard, non seulement dénaturer les oméga 3, mais en plus, vous allez créer des composés. Donc, ces acides gras peroxydés qui sont, pour le coup, très délétères pour la santé. Donc, vraiment, pour les poissons, plutôt une cuisson à la vapeur, en tout cas des poissons qui sont frais, qui sont peu colorés au niveau de la cuisson. Et se pose la question, du coup, des fameuses sardines en boîte. Et il faut savoir que la très grande majorité des sardines que vous achetez en boîte ont été pré-frites, notamment dans l'huile de tournesol ou dans des huiles qui sont riches en oméga 6. Donc, il y a une petite pénétration dans la sardine par le fait de la garder longtemps dans la saumure et dans le liquide, en fait, dans la boîte. Et puis, par la friture en tant que telle, et ça, c'est pas mentionné forcément sur la boîte. Donc, quand vous avez des marques qui utilisent plutôt de la vapeur, c'est mentionné. Et vous avez souvent des petits pictos qui vous indiquent cuit à la vapeur, et c'est ce que je vous conseille idéalement. Et pour des raisons plus toxicologiques, d'aller plutôt vers des boîtes, des bocaux en verre, ça existe de plus en plus. Mais dans tous les cas, si c'est la seule source d'oméga 3 que vous avez et que vous mangez des sardines en boîte, en conserve classique, ça reste déjà une très bonne source. Oui, il y aura une petite oxydation, mais on voit que l'effet matrice par la protection des protéines est quand même globalement intéressante. Et puis, si vous utilisez, vous faites cuire, par exemple, je parlais des sardines,
alors au barbecue ou à une cuisson qui est plus élevée, le fait d'avoir une marinade, c'est-à-dire le mettre dans un mélange d'huile ou même d'acide, de vinaigre, de jus de citron, etc., mais surtout l'huile, permet de mieux protéger de la peroxydation, notamment si vous mettez par exemple du romarin, du thym, c'est-à-dire des composés qui sont très riches en polyphénol. Ça fera un effet de protection qui est intéressant. Donc la marinade est aussi un élément qu'on peut garder en tête en cuisine. Et maintenant, j'en viens à mes fameux compléments alimentaires où, effectivement, on sait aujourd'hui que le déficit en oméga 3 ou la carence est associé à une augmentation des risques cardiovasculaires, une augmentation des risques neurodégénératifs, notamment puisque je vous ai expliqué que ce sont des oméga, des composés très importants au niveau de la membrane des neurones, à des risques métaboliques, à des risques d'inflammation des inflammations chroniques, à la DMLA, par exemple, à la cataracte, donc la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge au niveau de la vision, à des perturbations de l'immunité, etc. Je pourrais vous dire plein de choses autour de ça. Donc, compte tenu du niveau de carence actuel, c'est vrai que sur le papier, c'est très intéressant de se supplémenter en oméga 3. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui mentionnent que, par exemple, les oméga 3 ne seraient pas favorables au niveau de la prévention cardiovasculaire, voire seraient défavorables. Et c'est justement lié à l'oxydation de ces oméga 3, donc ce qu'on appelle la peroxydation lipidique. Et malheureusement, quand les oméga 3 sont peroxydés, non seulement, encore une fois, ils perdent de leur qualité, mais surtout, ils créent des composés qui favorisent le stress oxydatif et vis-à-vis des risques cardiovasculaires, c'est un élément qui est important. Et un des biais, en fait, de publication des études qui justement mentionnent qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire, c'est que d'une part, on ne fait pas le dosage de ce qu'on appelle les oméga 3 membranaires, c'est-à-dire de la teneur initiale en oméga 3 chez les personnes qui participent à l'étude, mais on ne dose pas non plus le niveau de peroxydation des graisses des oméga 3, et c'est un critère qui peut être un élément très influent sur les résultats. En fait, on n'a pas de publication française à ma connaissance, mais en tout cas, on a beaucoup de publications dans d'autres pays et toutes vont dans le même sens, à savoir qu'on se retrouve avec beaucoup de compléments alimentaires qui ont des niveaux de peroxydation trop élevés. On n'a pas de réglementation précise sur le sujet. On a ce qu'on appelle un indice, qu'on appelle l'indice TOTOX, donc Toto avec un X pour faire simple, et c'est un composé qui un chiffre, un indice qui va nous permettre d'évaluer le risque justement de peroxydation. Et en France, on considère que cet indice, il doit pas être supérieur à 25. En fait, si je rentre là aussi dans le détail, l'indice TOTOX, c'est une association de deux valeurs, ce qu'on appelle l'indice de peroxyde et l'indice d'anicidine. Et il faut savoir qu'en fait, quand vous allez commencer cette peroxydation, c'est un peu une patate chaude, il y a un effet exponentiel, et notamment par rapport à certains de ces composés d'oxydation. Et très vite, on peut atteindre des niveaux de peroxydation qui sont très élevés. Et 25, en fait, c'est déjà un seuil qui est très élevé. Idéalement, cet indice TOTOX, il devrait être inférieur à 10, pour pas dire inférieur à 5. Sauf que il n'y a pas de réglementation, il y a des guides de bonne pratique, etc. au niveau industriel, mais il n'y a pas d'obligation à ce que l'industriel garantisse un indice TOTOX inférieur à 10 ou 5. Et quand on regarde les publications, on voit que plus de la moitié des compléments alimentaires qui sont étudiés ont des indices qui sont supérieurs à 25. En fonction des études, ça varie selon les pays. Parfois, c'est plus de 90% des échantillons qui ont ces indices supérieurs à 25. Donc, c'est bien sûr énorme. On a une étude qui est malheureusement intéressante à ce niveau-là, qui indiquait que pour certains des compléments d'oméga 3, on avait un niveau d'oxydation de l'huile qui correspondait à une huile qui aurait été chauffée pendant 20 à 25 minutes à 225 degrés. Donc c'est énorme, bien entendu. Et on sait que ces acides gras, quand ils sont oxydés, augmentent le risque cardiovasculaire, notamment à travers ce qu'on appelle l'oxydation du LDL cholestérol. Et donc,
en clair, c'est plutôt à éviter. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Donc, ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est déjà de demander au laboratoire si vous complémentez ou si en tant que professionnel, vous proposez des compléments alimentaires à base d'oméga 3, de demander au laboratoire les valeurs pour voir si déjà ils font les analyses, et vous avez des laboratoires sérieux qui le font. Et ces analyses doivent être faites en sortie d'usine, au moment de la production, mais aussi en fin de vie. Parce qu'en fait, je vous parlais de cet effet un peu de patate chaude, c'est-à-dire qu'il y a un effet exponentiel d'oxydation qui fait que si déjà il y a une oxydation qui est moyenne au début, il y a de fortes chances qu'elle soit, ces valeurs, elles soient très importantes à la fin. Donc, si l'industriel est sérieux, il va faire la mesure sur l'ensemble du cycle de vie, et ça, c'est un critère important. Après, malheureusement, l'industriel, il maîtrise pas toute la chaîne de distribution de ces oméga 3. Et si vous avez des oméga 3 qui restent pendant des mois dans des entrepôts au soleil l'été, c'est pas la même chose que s'ils restent dans des frigos, éventuellement. Et ça, on n'a pas de moyen de le savoir. J'ai envie de vous dire, consommez les oméga 3 les plus frais possibles, sauf que vous savez pas forcément quand vous avez eu la production. Alors certains le marquent sur les étiquettes, etc. Mais vous n'avez pas de comparaison avec de lots différents quand vous êtes dans une pharmacie ou sur Internet, etc. Donc c'est concrètement très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça que déjà l'échange avec le laboratoire et montrer qu'il y a une démarche de transparence, d'analyse, pour moi c'est un critère qui est intéressant. Et quand vous l'achetez, en tout cas là vous pouvez maîtriser la conservation, et ça va vous paraître peut-être un peu étonnant, mais ce que je vous recommande, c'est de garder vos capsules d'oméga 3 ou sous forme liquide si vous avez des sirops au sens des flacons, c'est de les garder au congélateur. Ça peut paraître très étonnant, mais déjà, il faut savoir que c'est des graisses qui restent fluides à très basse température. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve dans les membranes cellulaires des poissons gras, etc. Parce que ça permet d'avoir une bonne fluidité. Et même si à la limite, entre guillemets, ça durcissait, c'est pas grave parce que votre capsule, vous allez l'avaler. Donc en soi, c'est pas un problème pour autant. Et gardez-les vraiment le minimum de temps possible. C'est dur de vous donner un conseil parce que ça dépend encore une fois, de la durée, des conditions de conservation. Mais j'ai envie de vous dire 2-3 mois grand maximum. En tout cas, le vieux pilulier d'oméga 3 que vous avez dans le fond d'un placard depuis 1 an et demi parce que vous avez eu une pub qui vous a dit que les oméga 3 c'était bien, vous en avez acheté à l'époque et vous les avez oubliés, jetez-les. Très clairement, aucun intérêt, bien au contraire. Donc, si vous complémentez un achat entre guillemets de qualité avec les conditions que je vous ai mentionnées, et à titre professionnel me concernant, moi je m'appuie énormément sur le profil en acides gras avant de supplémenter en oméga 3 parce qu'il y a une balance bénéfice-risque entre guillemets qui est pas négligeable. Autant pour d'autres micronutriments on peut se poser la question, mais là, pour le coup, en plus, on a quand même des bilans biologiques, c'est-à-dire une prise de sang qui est intéressante, même si elle n'est pas remboursée. En tout cas, ça nous permet d'objectiver la situation. Et d'autant plus que si on veut un apport qui est efficace en termes de supplémentation, on estime qu'il faut au moins 2 à 3 grammes par jour. Donc, c'est des quantités d'oméga 3 qui sont très importantes et ça veut dire qu'il y a le risque d'oxydation l'est d'autant plus également, donc ça veut dire être très vigilant sur le sujet. Et même s'il y a des antioxydants dans les capsules d'oméga 3, etc., ça suffit pas à enrayer en fait le système de l'oxydation s'il a été initié. Il y aurait plein de choses après à dire sur les types d'oméga 3, c'est-à-dire que vous avez des formes qui sont plus concentrées en DHA, des formes qui sont plus concentrées en EPA. Vous en avez qui sont des formes dites natives, c'est-à-dire que c'est les triglycérides qui sont présents, ce qui est en soi en fait quelque chose de plus intéressant. Mais malheureusement, ça fait des capsules qui, quantitativement, sont moins riches en EPA et en DHA. Donc les industriels ont tendance à les concentrer. Mais je pense que j'aurai l'occasion, dans d'autres épisodes, de vous parler de la micronutrition des oméga 3. Déjà, là, je vous ai dit beaucoup de choses et j'espère que vous êtes encore avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je vais d'ailleurs clôturer parce que je pense que le temps tourne bien. Mais vous voyez que c'est un sujet qui est vraiment important et c'est pour ça que je voulais passer du temps, que je voulais vraiment poser les jalons pour par la suite justement rentrer après dans des spécificités. Donc ces histoires d'acides gras saturés, oui et non, oui, on sait que ça peut être associé à certains risques cardiovasculaires, mais
c'est surtout les acides gras saturés que vous allez avoir dans les aliments ultra transformés quand vous allez avoir des matières grasses issues d'élevage intensif, plus qu'une quantité modérée d'acides gras saturés avec les précautions que je vous ai mentionnées. On a vu ces histoires d'oméga 3, d'oméga 6 et de nuances. On a vu les oméga 9, donc les monoinsaturés avec l'huile d'olive, les oléagineux. Et en fait, tout ça, j'en conclurai là, nous amène à l'alimentation méditerranéenne de manière générale. C'est-à-dire qu'on va avoir l'olive, l'huile d'olive de qualité. Alors on n'a plus encore une fois les escargots et le pourpier, mais on peut avoir les huiles de colza avec les conditions qui sont mentionnées. On a les noix, les noisettes amandes, on a des petits poissons gras, on a un peu de volaille, un peu de viande et qui sont issus de produits fermiers, donc avec un élevage qui est plus cohérent. Donc, et puis avec toutes les épices, les aromates, les fruits, les légumes, les légumineuses qui vont être très riches en polyphénol. Et ça protège vraiment très bien les oméga 3 de l'oxydation. Surtout quand c'est en plus une cuisson, on l'a évoqué, à la vapeur, ou en tout cas qui dénature peu les aliments. Donc c'est pour moi une base qui est quand même très très intéressante. Donc je vous remercie pour cet épisode qui aura été certainement dense pour certains d'entre vous. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir dans la création et dans le lancement du podcast, je vous invite à le liker, à le partager. Si vous pouvez mettre des commentaires sur les plateformes, là aussi ça m'aide à bien référencer le podcast et à le faire connaître davantage. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.